Je lance un appel. Si un prof d'histoire se dit « je vais prendre ça pour l'étudier en cours », mais vous allez captiver vos élèves littéralement. Tatsuki Fujimoto, c'est le génie pour moi en termes de mangaka de ces dernières années. Et la fin du premier tome m'a fait pleurer. Et on arrive à un peu plus la dépression. Ça fait partie des œuvres où j'arrive pas à lui donner de défaut. Je transpire Naruto, je me suis fait un tatouage Itachi là il y a 2 jours. Je vais parler de cette petite pépite qui est totalement méconnue. J'ai envie de me poser et le lire en fait là. Je peux parler directement d'un de mes dans mon top 3 all time. Ouais. Alors ça c'est important. Ça c'est vraiment hyper important. Nana, comment je le vends à chaque fois, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et surtout pour les hommes, parce qu'il y en a plein qui sont en mode les shoujo romance, nani nana, c'est pas pour nous. Nana, déjà, quand vous êtes un homme, si vous voulez comprendre quelque chose aux femmes, lisez Nana. Vraiment, c'est un manga qui ne laisse pas indemne, c'est un manga extrêmement adulte, qui parle de sujets très modernes et vraiment intemporels. Vous allez suivre l'histoire de 2 nanas en fait, bon, sans mauvais jeu de mots, mais en gros, elles s'appellent toutes les 2 nanas, elles vont se rencontrer dans le train pour aller à Tokyo, elles sont toutes les 2 de la campagne, et elles sont à l'opposé. Il y en a une, c'est une femme extrêmement indépendante, une chanteuse de rock qui est un peu, voilà, c'est un peu une tête de mule, et elle aime bien faire ce qu'elle veut, et elle ne va pas suivre forcément son cœur, mais elle va suivre surtout sa passion. Et à côté, il y a l'autre nana qui, elle, est un cœur d'artichaut pas possible et qui enchaîne les problèmes amoureux et elles vont se retrouver habiter dans le même appartement en colocation. Et on va suivre leur histoire, mais c'est surtout une histoire qui donne envie déjà d'aller au Japon. Vraiment, à chaque fois, je regarde, j'ai envie de repartir au Japon, mais c'est surtout 2 femmes, 2 chemins de vie complètement différents qui vont se croiser. C'est des sujets, il y a l'amour toxique, il y a l'amitié toxique aussi. C'est quand même un des mangas où on va avoir comme personnage préféré et personnage principal une des femmes les plus toxiques que je connaisse, littéralement. Et ça prend pas de pincettes, c'est pas cucu, c'est pas gnangnan, c'est vraiment une œuvre qui marque. Ayazawa, qui est une femme exceptionnelle, c'est une autrice exceptionnelle, extrêmement respectée au Japon, qui est fan de musique, parce que c'est pas un manga shoujo, romance, quoi que ce soit, c'est un manga de musique. À la base, c'est un manga de tranche de vie musique avec autant les personnages masculins que féminins qui sont extrêmement bien développés et vous pouvez vous retrouver dans tous les personnages. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on regardait ça et depuis 2009, plus de signe de vie. À 21 tomes, il me semble, il y a eu quelques chapitres sur internet et depuis, pas de news. Donc il y a eu une exposition il y a pas longtemps au Japon et du coup, c'est notre grand malheur dans la communauté manga d'avoir un retour de Nana. En fait, on prie tous les ans que ça revienne. Moi, je sais qu'en plus, je l'ai regardé au moment où ça s'est arrêté. Donc après, je suis allée sur internet et j'étais en mode, bah la suite, c'est pas possible de s'arrêter avec ça, sachant que l'animé, il va jusqu'au tome 12. Donc ils ont jamais adapté la suite, mais voilà, c'est que ce soit en animé ou en manga, c'est vraiment une œuvre qu'il faut regarder. Et il faut pas s'arrêter au fait que ce soit des femmes en personnage principal, c'est juste des humaines qui ont un chemin de vie extrêmement compliqué et qui touchent à tous. Vraiment, c'est une de mes œuvres préférées. Vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Nana. J'y arrive pas à lui donner de défaut, littéralement, et j'ai convaincu un de mes potes sur les réseaux et il en parle tout le temps et il essaye de faire la propagande et c'est un mec et ça me fait trop plaisir. Donc, Nana, très très important. Et vous avez une lecture qui se fait au fur et à mesure des âges. Quand vous avez 16 ans, que vous en avez 30, vous voyez les choses différemment et c'est pour ça que c'est un manga qui est pour tout le monde. Donc c'est vraiment un manga qui est extrêmement bien fait et qui fait partie de la culture manga et qui restera comme étant un pionnier dans le genre, quoi. En fait, là, je viens de parler de Nana, qui est un peu l'œuvre que j'ai découverte fin lycée. Mais là, juste à côté, il y a littéralement l'œuvre de mon enfance. Ça, c'est... Comment vous dire? Sakura Card Captor. Je sais que là, je dis c'est l'œuvre de mon enfance, donc on va se dire c'est la nostalgie, c'est un truc pour bébé. Pas du tout. C'est un manga et un animé que j'ai revu après plusieurs fois. Moi, je suis une 91, donc j'ai connu sur M6 Kids. Ça a été... j'étais scotchée devant. Et j'ai découvert un univers qui m'a aussi ramené dans le côté Japon. Parce qu'avant, en fait, on regardait des animés, on savait pas forcément que c'était japonais. Mais je regardais ça et c'était en VF et je me disais pas que c'était japonais pour le coup. Là, vraiment, je suivais Sakura. Alors même s'ils ont changé les prénoms dans la version française en animé avec des Lionel et des Tiffany, qui ne sont pas du tout les mêmes prénoms dans le manga avec Shaolan et Tomoyo. Et surtout que c'est une œuvre, quand vous la redécouvrez en étant adulte, il y a énormément de sujets qui sont traités. C'est du Magical Girl, mais c'est du Magical Girl, c'est
Il y a un côté voilà doux et un peu pas gnangnan mais un peu voilà c'est assez doux, mais vous avez quand même une Sakura qui est une orpheline, enfin pas une orpheline mais elle a perdu sa mère, elle a que son père. Il y a des sujets, moi je suis très proche de ma mère donc du coup il y a pas mal de moments où elle parle de sa maman. Il y a une carte où elle revoit presque sa mère alors qu'elle est décédée quelques années auparavant. C'est des sujets qui me touchent. Il y a énormément de notions d'amitié, il y a de l'amour, il y a de la tranche de vie aussi, il y a du school life et ça fait partie de moi en fait. C'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans le manga aussi encore plus, parce que j'ai regardé ça, je devais avoir 8-9 ans à l'époque, et j'ai commencé à vraiment apprécier ce côté un peu japonais, kawaii, tout ça, ça m'a mis dedans. Et surtout que quand je l'ai redécouvert en étant adulte, j'ai découvert que il y avait une forme de censure aussi dans la version française. Clamp, ça met les pieds dans le plat, ils ont pas de problème à parler aussi de LGBT. Par exemple, il y a une relation, on le voit pas quand on est petit, et surtout dans la VF, c'est caché en forme de bromance, mais entre son grand frère et Yue, donc celui qui est un peu son protecteur, et dans le corps de celui dont elle est amoureuse quand elle est plus jeune, donc le meilleur ami de son frère, on comprend vraiment à un moment donné, surtout dans la version japonaise, qu'ils sont amoureux. Vraiment, il y a une relation amoureuse entre ces deux-là, et à chaque fois, t'as des filles qui viennent les voir en mode on voudrait trop sortir avec vous, mais ils sont en mode non, 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 et en fait, on comprend vraiment explicitement dans la version japonaise qu'il y a ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais en mode il doit y avoir un truc, mais voilà, ça passait sur M6 Kids, c'est pour les enfants, mais pas forcément ces sujets-là, fin 90, début 2000, mais vraiment, ça parle de plein de choses. Ça parle, il y a des sujets très adultes aussi, parce qu'il y a les relations au niveau de leurs parents, on commence à comprendre pas mal de choses, et c'est super sombre sur la fin en fait, parce que Sakura elle grandit, elle est quand même face à une force avec les cartes qui est assez lourde pour elle, et non c'est vraiment un manga qui est super beau. Clamp, c'est des dessins, moi je revois là, c'est tellement beau leurs dessins. Elles ont fait le chara-design de Code Geass notamment, et elles ont pas de problème à faire de l'action. Elles ont fait Tsubasa Chronicle aussi, là qui est dans la partie shonen, mais c'est vraiment un groupe de femmes, il faut lire ce qu'elles font. C'est vraiment j'ai envie de me poser et le lire en fait là. c'est un peu chiant d'être ici, j'ai envie de me poser, j'ai coupé la caméra, je suis trop bien ici. Là il y a ma partie fin de lycée, et là il y a ma partie enfance. Et c'est des choses que je continue à regarder encore aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui avec l'arc Clear Card, où elle est enfin rentrée au collège. Waouh, je suis très contente. Mais non, ça fait un peu partie de moi en tant que femme d'avoir lu ça. Et c'est surtout des œuvres qui... on se rend compte que les œuvres qui sont publiées dans des magazines de prépublication shoujo, il y a tellement de choses à offrir, il y a tellement, entre guillemets, peu de barrières dans ce qu'elles produisent dans ces magazines-là, que du coup, il y a plein de sujets qui sont abordés, et du coup vous pouvez tout retrouver, que ce soit au niveau sentiment, action, plot twist, il y a vraiment, c'est extrêmement riche, et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage de se fermer au shoujo. Aujourd'hui c'est vraiment un sujet d'actualité où on se dit le shoujo voilà, c'est un peu en déclin, et les gens ils sont vraiment shonen, baston, et c'est dommage de se fermer à ça, parce qu'il y a des œuvres exceptionnelles comme Nana et Sakura Card Captor qu'il faut remettre en avant, et bon, même si voilà, c'est en pause, mais vous avez quand même 21 tomes à lire, c'est génial. Donc, et pour Sakura, ça continue, donc vraiment foncez. Et puis ce serait passé à côté de mangaka extraordinaires, et surtout de dessins de fou, quoi. Ah bah nickel. On clôt la partie, voilà, moi en tant que femme qui se construit, et on arrive à un peu plus la dépression. On commence à arriver par ma psychologie à moi. Là, sans transition, bonsoir. Innocent, c'est très important pour la culture, littéralement. C'est un auteur, je pense que c'est pour moi dans le top 3 des meilleurs mangaka en technique, vraiment. Je me suis pris une gifle visuelle. Le level du gars est astronomique, et dites-vous, quand vous lisez Innocent, c'est ce level-là à chaque page. Vous avez l'habitude avec le manga d'avoir des fois, ils vont faire des visages un peu comiques, ça leur permet aussi de ne pas avoir un rendement au niveau dessin monstrueux et d'apporter une touche d'humour. Non, chaque page, chaque case, ça va être de ce level-là, que ce soit au niveau des décors, au niveau des visages, c'est magnifique. J'avoue que Innocent, en fait, c'est tiré historiquement de Charles-Henri Sanson, qui est le bourreau du XVIIIe siècle à l'époque de la Révolution française. Et c'est lui qui a guillotiné, entre autres, Marie-Antoinette et toute la clique. Donc en fait, c'est une période, moi je me rappelle, quand j'étais au lycée, quand j'ai traité de cette période, elle me saoulait, cette période, il y avait trop de dates, il y avait trop de trucs, et j'étais perdue. J'avoue que si un prof d'histoire, je lance un appel, si un prof d'histoire se dit, je vais prendre ça pour l'étudier en cours, même si voilà, je vais remettre dans le contexte certaines choses, parce que c'est romancé bien évidemment,
mais vous allez captiver vos élèves, littéralement. Ça me permet aussi de voir, avec son trait, avec sa façon de construire son manga, cette histoire d'un homme qui se croit innocent en fait dans l'histoire, parce que c'est juste le fils, c'est une génération de bourreaux, il a pas le choix que d'être un bourreau. Lui il veut pas guillotiner des gens, il veut pas, enfin guillotine en plus elle arrive après, à la base il tranche des têtes avec une épée, donc c'est toute une technique, c'est des médecins à la base, ils sont très très forts au niveau, il y a toute une partie anatomie où ils expliquent pourquoi la tête doit être baissée, pour ouvrir la vertèbre, pour bien couper la tête, c'est assez gore, mais il arrive à rendre le gore très beau à travers ses dessins. Et il y a toute la partie du coup historique où il va commencer à tuer des gens, et c'est lui, en fait, il dit « je suis innocent parce que moi, j'exécute les ordres, c'est pas moi qui donne les ordres de les tuer ». Et il va rencontrer des gens en plus, et il va devoir les tuer après. Et on va voir vraiment cet univers d'un Paris dégueu, avec sa noblesse et ses rues jonchées de maladies. L'arrivée aussi de Marie-Antoinette, à l'époque, à la cour du roi. C'est vraiment une œuvre que j'ai lue, je l'ai explosé. Vraiment, je l'ai lue à une vitesse. C'est tellement prenant, c'est tellement beau que c'est presque une œuvre d'art en fait à lire, et je ne peux que le conseiller. Et c'est un mangaka qui est très très fort. Il a fait Ascension juste avant. C'est un manga sur l'alpinisme. Et pareil, c'est magnifique. En fait, il arrive à sublimer, à rendre chaque chose belle et envoûtante, que ce soit la mort, la douleur, une montagne, juste un regard, ou des émotions. Il est très très fort. Et actuellement, il a sorti #DRCL, donc c'est sur Dracula. Et pareil, on l'a reçu en émission et on était trop contents de l'avoir. Et c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est très méticuleux. C'est quelqu'un qui nous a expliqué qu'en gros, pour les costumes d'époque, il demande à ses assistants de porter les costumes pour mieux les dessiner. Il est pointilleux au possible et c'est vraiment, pour moi, un génie en termes de narration et de dessin. Et c'est quelque chose qui se lit vite parce qu'il y a pas tant que ça de dialogue. Tout est dans l'image. Des fois, il y a très peu de dialogue, mais ça suffit en fait à transmettre une émotion. Mais c'est aussi quelqu'un qui parle aussi d'inclusion. Il a pas de mal à faire des personnages féminins un peu masculins et de pas leur mettre une catégorie à chaque fois. Il a pas besoin de toujours mettre un genre. Et il le fait aussi dans Dracula là. Et vraiment, c'est un mangaka, c'est un de mes mangakas préférés, pardon. Et vraiment innocent, c'est dommage que je trouve c'est connu dans la communauté parce que tout le monde dit que c'est un des meilleurs mangaka en termes de dessin. Mais c'est pas que le dessin, il est juste extrêmement fort. Donc innocent, exceptionnel. Ah Alors là, bon, on revient au lycée. Et là, on parle de Vampire Knight. Vampire Knight, ça marque une époque qui me manque presque. Où dans les années 2000, en fait, le shoujo, ça plaisait à tout le monde. Tout le monde regardait du shoujo, tout le monde a regardé l'anime Vampire Knight, tout le monde a kiffé Vampire Knight, que ce soit les mecs ou les meufs. Je crois que j'ai commencé à découvrir ça en 2005 ou 2006. Et Vampire Knight, ça marque un peu cette période qui me manque, en vrai. Je suis assez nostalgique de cette période. Et pareil, quand j'habitais avec ma pote, c'était Nana et Vampire Knight. Ça me rappelle à l'époque où vraiment, genre, c'était la dèche niveau thune. Et en fait, on attendait la suite. Et chacune, on devait attendre 3-4 mois que ça sorte, les tomes minimum. Et on allait dans notre libraire et on disait « Il est sorti le tome ?» « Oui, ok, qui c'est qui l'achète ce mois-ci ?» Et en fait, on disait « On n'a pas d'argent », mais du coup, on rentrait et celle qui l'avait acheté le lisait en premier. Et après, c'était autour de l'autre. Et en fait, on le lisait en 20 minutes. On avait trop la haine parce que du coup, on était reparti pour 4 mois. Mais c'était vraiment une période où j'ai apprécié chaque tome que j'ai lu. Et c'est vrai que l'animé a très très bien marché, mais c'est presque dommage parce que le manga, j'aurais aimé qu'il marche encore mieux parce que les dessins de Matsuri Ino, ils sont magnifiques. C'est vraiment cette période où on fait une transition au niveau des années 90-2000, on a des visages assez pointus avec les grands yeux et il y a ce côté un peu plus gothique dans les dessins qui est magnifique et l'histoire est vraiment prenante. On a vraiment une descente presque aux enfers du personnage principal. C'est assez glauque, il y a des sujets qui sont abordés, des fois ça peut être un peu touchy, mais moi j'ai
adoré. La romance dedans est vraiment intéressante, mais c'est surtout tout l'aspect vampirique un peu pour ceux qui ont pas forcément aimé Twilight pour le côté la peau qui brille. Là, vous allez avoir ce côté un peu plus, comment dire, la caste des vampires. Je sais que les gens ont beaucoup aimé Entretien avec un vampire, le côté très noble de la chose. Et là-dedans, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté caste et ce côté noble du vampire, tout en ayant vraiment une intrigue et un scénario extrêmement bon. Non, Vampire Night, c'est vraiment pour moi un des meilleurs shoujo fantastiques que j'ai lu, voire le meilleur shoujo fantastique que j'ai lu en vrai. Je vais parler de cette petite pépite qui est totalement méconnue, et ça m'embête fortement. C'est Pour le pire. Et quand j'ai lu le tome 1, c'est rare que je pleure vraiment devant un tome, surtout le premier tome. Et la fin du premier tome m'a fait pleurer. Alors c'est pour vous faire le pitch, parce que je sais que c'est pas hyper connu et ça m'embête. Beaucoup se sont encore une fois arrêtés à la couverture en disant ça va être un truc de romance parce qu'on voit un couple qui se marie. Pas du tout. Et même si c'était de la romance, c'est pas grave, mais là c'est un thriller psychologique où vous avez ce personnage qui travaille à l'aide à l'enfance et un jour une des mamans d'un petit garçon dont il s'est occupé parce que le papa est mort, assassiné, elle va l'appeler, elle va lui dire il y a un problème avec le petit qui envoie des lettres à celle qui a tué son père parce qu'il veut savoir où elle a mis la tête, parce qu'en fait cette femme-là, c'est une serial killeuse au Japon qui se faisait appeler Bozo. Donc elle avait un masque un maquillage de clown et elle était assez ronde à l'époque, très repoussante. Et en fait elle a découpé et tué plusieurs hommes. Et en fait, on sait pas où elle a mis les restes, dont la tête de ce papa-là. Et pour faire le deuil au Japon, c'est important d'avoir toutes les parties du corps. Donc déjà, le pitch de base, voilà, on est sur quelque chose de un petit peu à la Seven, quoi. On est sur un bon thriller psychologique. Et il va se rendre compte que dans les lettres, il voit que le petit garçon a un attachement avec elle. Il commence à se prendre au jeu, surtout qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il s'est fait passer pour lui. Parce qu'un garçon de 12 ans, ça va pas pouvoir avoir des lettres avec une jeune femme. Donc il s'est fait passer pour lui. Et il va relever le défi, il lui a dit bah écoute, je vais faire comme si c'était moi qui avais écrit ces lettres et je vais lui rendre visite au parloir. Et je vais essayer de la faire avouer. Sauf qu'en fait, il va voir que c'est pas Bozo, le personnage extrêmement horripilant. C'est une jeune femme, assez jeune, mais très jolie, qui va arriver toute menue. Elle a maigri en prison et du coup, sans son maquillage, en fait, il est en mode ok, il est assez déstabilisé, mais là, il y a vraiment tout un délire psychopathe dans ses dessins. Elle peut paraître très choupinette, mais il y a des phases où vraiment elle vous glace le sang. En fait, c'est un peu une mentaliste presque. Elle arrive à comprendre par vos paroles, par vos expressions, si vous mentez ou pas, si vous vous foutez de sa gueule ou pas, si vous essayez d'extorquer quelque chose de sa part. Et lui, en fait, il va devoir jouer un jeu dangereux avec elle. Et ça m'embête parce que on passe à côté d'une œuvre extrêmement sombre, extrêmement bien menée. Chaque tome, à chaque fois que ça sort, je suis complètement happée. On ne prévoit pas du tout. C'est imprévisible. Et c'est vraiment une œuvre incroyable. Je sais qu'au Japon, ça a quand même bien marché. Il me semble qu'ils avaient prévu un live action carrément sur Pour le pire. Ça aurait été bien qu'ils prévoient un anime, peut-être que ça aurait relancé les ventes. Et les gens auraient compris que c'est pas ce qu'ils pensaient avec la couverture. Mais ouais, non, c'est juste regarder son visage. Elle fait tellement badée, et en fait t'as des passages comme ça où elle pète les plombs, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle veut, et on arrive en plus à avoir de l'empathie pour elle parce qu'on veut comprendre pourquoi elle a tué ces hommes et pourquoi aussi jeune elle s'est mise avec des papas, des pères de famille, et elle aurait eu des relations avec eux, et pourquoi elle a fini par les découper. Il y a tout une enquête qui va se mener, et lui c'est pas du tout son rôle, mais il va prendre part et il va finalement être un peu attrapé par elle aussi. Et on se demande est-ce qu'elle joue ou est-ce qu'elle joue pas, quand est-ce qu'elle dit vrai, quand est-ce qu'elle ment. Et c'est vraiment une œuvre exceptionnelle. Monster. Je pense que j'ai vu des manga clubs où on en a parlé de Urasawa, mais je dois dire quand même quelques mots sur Monster. Ça fait partie des œuvres où j'arrive pas à lui donner de défaut. Après, Urasawa, il est extrêmement fort pour aller au bout des choses, pour décrire et écrire en profondeur chaque personnage, mais c'est surtout un mangaka qui a fait avec Monster, littéralement, il a mis des sujets de psychologie carrément dans son manga. Parce qu'on va suivre ce personnage-là, c'est Tenma, qui est un chirurgien japonais qui vit en Allemagne, et un jour il va devoir choisir entre sauver le vieux maire de la ville qui a les bonnes subventions à l'hôpital, ou un petit garçon qui s'est pris une balle dans la tête, mais lui c'est un neurochirurgien, il sait qu'il peut le sauver. Donc lui il va choisir la vie
le petit garçon, ça va être le pire choix de sa vie, littéralement, parce qu'en fait, non seulement, du coup, il se fait un peu renier par le directeur de l'hôpital et même sa fiancée le quitte, et surtout qu'en fait, il va apprendre plus tard que le petit garçon qu'il a sauvé, c'est devenu le plus grand psychopathe d'Allemagne. Donc en fait, on se dit, il a fait le bon choix. Normalement, dans un shonen classique, dans des histoires classiques, on se dit, il a fait le bon choix. Eh ben non, fallait sauver le vieux maire, en fait, dans cette histoire. Et pas tant que ça au final, parce que il va sauver ce petit Johann Liebert, et il y a toute une histoire aussi sur le côté historique avec la guerre froide, avec le côté Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, avec le côté nazi aussi. Et Kenzo, Tenma et Johann Liebert, c'est un duo où Kenzo va constamment chercher à retrouver Johann et à essayer de l'arrêter. Sauf que en termes de psychologie, c'est un peu cette notion de pulsion de vie et pulsion de mort. En fait, lui, il a une pulsion de vie. C'est quelque chose qui nous abrite en chacun. Enfin, on a tous cette pulsion-là, ces deux pulsions-là. Sauf que lui, c'est vraiment l'envie de donner la vie. Il est fait pour sauver des gens. Il n'est pas fait pour tuer. Il est incapable de tuer quelqu'un. Il est incapable d'avoir même presque de la haine. Même s'il est face à Johann, il ne pourrait pas tirer. Il ne pourrait pas, même s'il est là et que Johann lui dit « tue-moi », il ne pourrait pas le tuer, alors que Johann, vraiment, à contrario, c'est quelqu'un qui a une pulsion de mort constante, c'est quelqu'un qui est entouré par la mort, qui ne veut que la mort, parce qu'il ne recherche que ça, parce qu'il n'y a que ça qui pourrait peut-être le sortir de cette vie dont il déteste. Et vraiment, il y a tout un suis-moi, je te fuis qui se fait jusqu'au dernier tome, qui est exceptionnel. Il y a une intrigue qui est poussée, qui est pointilleuse jusqu'au bout dans tous les personnages. Chaque personnage qui rentre dans cette histoire a un impact dans le chemin que va parcourir Kenzo, qui est un chemin de rédemption, parce qu'il se sent coupable de tout ce qui arrive, parce que c'est lui qui a sauvé Johann. Mais vraiment, Monster, c'est une œuvre qui marque, qui est une œuvre qu'on pourrait conseiller comme premier manga, je pense. En fait, les œuvres d'Urasawa sont à conseiller en premier manga. Bon, je vais essayer de la faire courte, ça va être très très dur. Et voici ma deuxième œuvre préférée, l'autre elle arrive bientôt. Berserk. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Berserk, à part c'est juste une des plus grandes œuvres de l'histoire, si ce n'est l'œuvre presque la plus parfaite que j'ai lue. On est pour moi sur le top 1 mangaka en termes de dessin. J'ai jamais vu un level comme ça de dessin, de détail. Au fur et à mesure de la lecture, c'est un mangaka qui, donc c'est Kentaro Miura, qui nous a quittés, malheureusement. Donc on est tous en PLS depuis quelques années en se disant que du coup la suite sera faite par son meilleur ami qui connaît la fin et par le studio qui travaille avec lui, donc c'est son studio on va dire / assistant. C'est un mangaka qui était tellement méticuleux que là vous êtes sur le premier tome, donc ça c'est sorti je crois en 89, en tout cas les premiers chapitres, oui c'est ça 89. Sur les derniers, il y avait une parution très très lente, mais c'est quelqu'un qui s'est mis à travailler avec une tablette pour essayer de faire du numérique, et tout le monde s'est dit « Ah, il va pouvoir travailler plus vite ». Non, c'est juste pour pouvoir dessiner chaque détail de son château, il va pouvoir zoomer et les dessiner un à un. C'est quelqu'un qui était tellement méticuleux, pointilleux dans son dessin, que du coup on est juste subjugué. Un tome de manga, en général on met 20-30 minutes à le lire, Berserk c'est 1 heure. Parce que vous appréciez chaque page, vous les regardez une à une, vous appréciez chaque détail, et au-delà de ça, au-delà du côté artistique du manga, au-delà du côté dessin, c'est une œuvre, ça vous transporte dans les abysses et vous adorez ça. Parce que là, c'est de la dark fantasy. Je sais qu'aujourd'hui, tous les Souls-like, donc les Dark Souls, les Elden Ring, tout ça, c'est inspiré énormément de Berserk, parce que ça a créé une communauté de fans de la dark fantasy qui en est sortie de Berserk, même si voilà, il y a eu Ken le Survivant, avant, en dark fantasy. Ça m'a appris que je pouvais apprécier des persos qui étaient littéralement, mais pas du tout. On n'est pas censé dire qu'on les aime. On parle de Griffiths, bien évidemment, l'antagoniste de cette histoire. Parce que Guts, c'est un mercenaire qui normalement travaille en solo. Il va finir par rejoindre la troupe du Faucon, donc une troupe de mercenaires. Et le but de cette troupe, avec Griffiths à leur tête, c'est de grimper les échelons. Et Griffiths a des idées de grandeur et veut absolument un jour prendre le pouvoir et régler en gros les inégalités de ce monde. Parce que lui, il vient des bas-fonds et il sait comment ça marche. Sauf que il va y avoir cette dualité entre les deux. Guts, c'est littéralement son point faible, en même temps son pion le plus fort dans son échiquier. Et il va y avoir cette relation entre les deux qui est extrêmement passionnelle. Une relation presque de deux frères et en même temps rivaux, parce que
l'un, on dirait presque un truc Harry Potter avec Voldemort, l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et en même temps, quand l'un est là, l'autre ne peut pas survivre. Et c'est, sans vous spoiler, il y a un tome 13 qui, le tome, je crois, qui a choqué le plus de monde dans la communauté manga. On a une des scènes les plus hardcore, c'est une scène littéralement de sabbat, donc c'est une scène de sacrifice. Et Guts va mener cette quête pour se venger, pour tuer Griffiths, pour l'anéantir. Et en fait, on se met à se dire que ce personnage-là n'est pas du tout un personnage classique, c'est un anti-héros. C'est pas quelqu'un qui a... comment dire, qui n'a rien sur son tableau, c'est quelqu'un qui a tué énormément de gens, et c'est notre héros, parce qu'on a commencé avec lui, et on est de son côté. Donc forcément, on le soutient, on l'aime, on l'adore. Et en face, t'as Griffiths, qui a fait des choix aussi qui sont très, très controversés, mais Kentaro Miura adore prendre le bien et le mal, et l'effacer complètement. Et vous torturez là-dessus en vous disant, vous pensez que c'est le bien, mais en fait, finalement, regardez ce que c'est aussi d'un autre point de vue. Et en fait, c'est une œuvre, on la suit, on est dans les tréfonds de l'âme, on est dans les tréfonds de la psychologie humaine, dans tous les péchés, dans tous les vices, ils sont mis dedans. Il y a beaucoup de critiques aussi de la religion, il y a de la critique aussi de la caste, de la société. J'ai tellement de choses à dire sur Berserk que c'est compliqué de résumer pourquoi j'aime Berserk, mais c'est juste une œuvre qui vous marque, un peu comme la marque du sacrifice. C'est ceux qui auront la ref. Je vais parler en rapide de Tatsuki Fujimoto. J'ai pris Fire Punch parce que c'est sa première série longue. On le connaît surtout avec Chainsaw Man, qui est un carton pas possible. Tatsuki Fujimoto, c'est le génie pour moi en termes de mangaka de ces dernières années. C'est un fan de cinéma à la base. Vous allez lire pas un manga, un storyboard. C'est vraiment, si des gens voulaient faire un animé, et bah, comme là, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Look Back, c'est un one-shot qu'il a fait, qui a été encensé par la critique. Quand j'ai vu le film, j'ai compris que quand il a écrit son manga, et quand il écrit ses mangas, c'est tout simplement un storyboard. C'est un fan de cinéma, toutes les scènes, c'est quasiment en fait comment son manga et la version animée devraient se dérouler. Fire Punch, c'est vraiment une œuvre qui parle de la souffrance. C'est la souffrance expliquée, la souffrance montrée, où on va suivre en fait dans un univers post-apocalyptique Annie, qui est un garçon qui a, en fait dans cet univers, des gens ont des pouvoirs. Lui, il a le pouvoir de se régénérer. Et en fait, c'est un monde où il y a quasiment tout qui a été glacé, donc il y a très peu de nourriture. Et pour nourrir son village et sa petite sœur, il coupe des morceaux de membres pour les donner à manger au village. Et les gens sont reconnaissants là-dessus. Et ça repousse, donc c'est pas grave. Mais du coup, déjà, il connaît la souffrance du fait de se couper un bras. C'est devenu quelque chose de très très normal pour lui. Sauf qu'un jour, il y a une clique qui va arriver d'une capitale qui vit un peu mieux, avec des gens en costume qui ont aussi des pouvoirs. Et ils vont voir qu'en fait, ils mangent de l'humain. Mais ils doivent survivre. Et en soi, ils sont pas en train de lui couper les membres. C'est lui qui le fait lui-même. Et ils vont dire, c'est quoi ces hérétiques? Et du coup, ils vont cramer tout le monde. Et c'est un gars qui a le pouvoir du feu qui va le faire. Et il va cramer lui et sa petite sœur. Sauf que sa petite sœur, elle a le même pouvoir que lui, mais moins fort. Lui va survivre. Sa sœur, non, il va l'avoir cramé. Sauf que lui, en fait, il a tellement la haine qu'il va survivre, mais il va être constamment en train de brûler. Il va vivre avec cette flamme autour de son corps qui le calcine à chaque seconde. Et la haine va prendre le dessus sur la douleur. Et en fait, il va devenir un espèce de super-héros en quête de vengeance, qui va vouloir retrouver ce gars qui a cramé son village et sa petite sœur. Il y a des moments presque grotesques dedans. Il faut savoir que Fujimoto, c'est un fan de nanars. Il aime bien les nanars, il aime bien tous les films, mais il aime bien aussi les nanars. On l'a vu avec Chainsaw Man, hein, littéralement, un gars qui a une tronçonneuse qui sort de la tête, ça fait un peu Sharknado, quoi, mais il arrive à transformer tout son amour du cinéma et à le mettre dedans. C'est vraiment un mangaka que je surkiffe, je trouve qu'il est extrêmement fort. C'est pas celui qui dessine, on va dire, le mieux, il est très fort pour les décors. Les visages sont assez particuliers, c'est pas forcément des visages très communs, on va dire, au milieu manga, mais c'est un mangaka qui est très doué au niveau scénario. Et lui-même l'a dit, je pense que plus tard j'arrêterai de dessiner, mais je continuerai à faire des scénarios parce qu'il est très très fort dessus. Donc ouais, lisez Fujimoto, commencez avec Fire Punch et enchaînez avec Chainsaw Man parce que c'est des œuvres qui sont un peu pour moi pour Chainsaw Man, c'est un peu du shonen 2.0, c'est un peu faire ça que tend le shonen, c'est-à-dire sortir des codes classiques et un peu défoncer le tout, quoi.
Et Fire Punch c'est pareil, ça défonce un peu les clichés qu'on a, et c'est des œuvres particulières en fait. Dans FMA, si on doit parler de shonen neketsu, donc vraiment le shonen neketsu c'est Naruto, One Piece, vous avez FMA, vous avez vraiment ce délire un peu quête initiatique où en général on a des héros bien carrés, bien ils sont bons, ils sont des héros presque utopiques en général. Là c'est Hiromu Arakawa, donc c'est une femme qui a écrit ça, qui a écrit un des meilleurs shonen qui existent, où on va dire que dans la communauté manga, si on doit citer une fin de shonen classique excellente, on cite ça. En fait, il y a rien à dire, je trouve, sur son œuvre. Elle a tout mis, elle a tout fait. Elle a écrit des personnages et une histoire extrêmement complexe. Il y a beaucoup de thèmes géopolitiques aussi dedans. On a des personnages comme Scar qui sont exceptionnels. On a tout le thème de l'alchimie qui est dedans. Il y a les alchimistes d'État, donc c'est vraiment une corporation d'alchimistes voilà, agréés. Ça va tellement loin jusqu'à la fin. Le dernier combat, la finalité, elle est magnifique. Et il y a énormément de sujets psychologiques dedans qui sont amenés par tous les personnages. J'ai pleuré, hein, vraiment, il y a de quoi pleurer dedans. On a même des scènes qui sont extrêmement traumatisantes. Je ne citerai que Nina Tucker dans cette histoire, pour ceux qu'on lit. C'est choquant à des moments. Il y a des moments vraiment où vous vous dites les gens sont fous. Enfin, Hiromu Arakawa, elle a fait, pour moi, le shonen le shonen neketsu le plus abouti, le plus parfait. Si vous voulez commencer par l'anime, allez-y, mais le manga, là en plus il y a une édition collector qui a été faite, elle vient de se terminer. C'est une pure dinguerie. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des personnages qui sont torturés, qui vivent des choses graves, dures, qui sont dans la rédemption, qui sont dans la recherche de quelque chose. Surtout le thème de la maman, en général, c'est quelque chose qui revient et ça me correspond parce que moi, j'ai vécu qu'avec ma mère, j'ai pas eu une vie facile, j'ai eu une enfance assez compliquée et en fait, je cherche à travers ces œuvres-là peut-être une forme de thérapie, je pense. Ça me permet d'extérioriser, ça me permet de peut-être mieux me comprendre aussi. C'est encore une fois, c'est une forme de thérapie, ça permet à travers ces personnages, d'essayer de se comprendre soi aussi et de peut-être d'aller mieux, de se dépasser. Alors forcément, c'est en plus souvent des univers fantastiques. Et le fantastique, je sais que j'ai du mal à aller vers des univers un peu trop réalistes parce que j'aime bien m'évader. C'est des choses qui me permettent de sortir un peu du carcan quotidien et j'ai besoin de vivre à travers ces histoires quelque chose que j'aurais aimé vivre, même si c'est des vies difficiles. Je me dis que si ma vie difficile avait été dans un monde fantastique, peut-être que j'aurais mieux vécu la chose. Ou pas du tout. J'avoue, je voudrais pas vivre dans le monde de Berserk, mais ni être Annie et brûler toute ma vie, mais il y a à travers ces héros une forme de psychologie qui me permet en les comprenant, d'essayer de décortiquer la mienne et celle des autres aussi. Parce que je pense que je suis quelqu'un de très empathique et que j'aime bien comprendre la psychologie des gens et comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Et je pense que l'œuvre qui me ressemble le plus, c'est littéralement mon homme number one. C'est l'amour de ma vie, c'est Naruto. Je transpire Naruto, je me suis fait un tatouage Itachi là il y a 2 jours. J'arrêterai jamais d'aimer cette œuvre, j'arrêterai jamais d'en parler, j'arrêterai jamais de louer cette œuvre qui pour moi est intemporelle, elle est éternelle. C'est une œuvre qui, on le sait, hein, c'est une des œuvres les plus vendues au monde, c'est une œuvre qui a marqué des générations et qui continuera d'en marquer. C'est une œuvre qui m'a mis dans le Japon aussi, parce qu'il a ramené la mythologie japonaise et le monde, on va dire, ninja, qui est un peu cliché, mais du coup, lui, il l'a ramené avec plein d'attraits mythologiques. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, j'ai fait en option mythologie du Japon. Du coup, je voyais des Susanoo, des Kaguya, je voyais tous ces trucs-là. J'étais en mode, je connais, parce que je connais Naruto. Et non seulement il m'a ramené dans ce côté Japon, et c'est pour ça que je pense qu'à l'international, ça a extrêmement bien marché, parce que du coup, il a ramené l'univers japonais au reste du monde de manière, on va dire, tout public. C'est une œuvre où on a un personnage, c'est le manga de la deuxième chance. C'est le manga où on essaye de se faire accepter par les autres. C'est un petit garçon qui veut devenir en gros Hokage, donc c'est le ninja le plus puissant de son village. C'est un rêve de gosse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à travers ce rêve de gosse, il grandit avec ce rêve de gosse et il comprend que les mots qu'il a prononcés quand il était jeune, je veux devenir Hokage, ça implique beaucoup plus que ça. C'est comme dire quand on est petit, oui, je veux être trop fort et tout, mais qu'est-ce que ça implique d'être le plus fort? Ça implique tellement de choses, ça implique un parcours de vie, ça implique de comprendre certaines choses. On apprend que la responsabilité, ça implique aussi de comprendre les gens, de les aider,
de faire une croix aussi sur le côté de la vengeance. C'est quelqu'un qui est extrêmement humain, Naruto, et on n'a pas que Naruto, on a Sasuke, donc son rival, qu'il va poursuivre pendant tout le manga, parce que c'est littéralement deux personnages qui sont extrêmement opposés. L'un est né sans ses parents et va essayer de se faire accepter par le village et va partir de rien pour tout gagner, alors que Sasuke, lui, il a vécu dans une famille aimante, c'est un peu un petit génie, il est très fort. Naruto, lui, il est pas très fort au début. Sasuke, lui, il a tout, il va tout perdre. Tout son clan va être tué par son propre frère qui l'idolâtrait, donc toute sa construction en tant qu'enfant va être détruite. Et Sasuke est un personnage extrêmement intéressant parce que c'est un personnage qui aborde la psychologie de l'autodestruction. C'est vraiment, c'est une psychologie qui me touche beaucoup et qui m'a passionnée dedans parce qu'on est face à quelqu'un, Naruto, qui va poursuivre son ami parce qu'il veut absolument le sauver. Et beaucoup de gens, je trouve, dans la communauté manga ne comprennent pas cette poursuite, ne comprennent pas pourquoi il ne le lâche pas, pourquoi Sasuke est comme ça. Et ça montre à quel point les gens ont du mal à comprendre la psychologie des gens, ont du mal à accepter qu'on ne puisse pas lâcher les vraies notions de l'amitié. Il y a beaucoup d'amour dans Naruto. C'est assez rare, on va dire, dans tous les shonen du Shonen Jump, donc vraiment les shonen très très connus. Mais il y a énormément de sentiments en fait. C'est une aventure, mais avant tout c'est un chemin de vie qu'ils vont tous parcourir et ils vont grandir dedans et ça fait grandir. Et ça fait même grandir les adultes en fait, Naruto. C'est une œuvre qui, pour moi, il n'y a pas de précédent, il y aura pas d'après. Pour moi, je retrouverai pas Naruto. Vraiment, je sais que les gens vont dire ouais, ça va, tu peux être ouverte. Non, Naruto fera pas mieux pour moi. Et il y a le personnage d'Itachi, je sais que les gens vont dire arrête avec Itachi, mais je trouve que c'est le personnage le mieux écrit, dans le sens où vraiment, encore une fois, ça me met dans une dualité où je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Itachi a des notions on va dire des notions philosophiques extrêmement avancées, qui sont peu compréhensibles par les gens, et où justement c'est un peu un martyr, Itachi, et on arrive à apprécier un personnage qui a tué tout le monde, quoi. Donc mais non, Naruto c'est une œuvre exceptionnelle, c'est la meilleure œuvre pour moi. J'essaye de mettre ma mère à Naruto. C'est pas facile, c'est long, mais c'est du pur bonheur. Je trouve que tout est abouti et je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur la fin, sur pas mal de choses. Mais quand on est passionné aussi du Japon et qu'on va un peu plus loin dans la mythologie, on comprend pas mal de choses. Et il est allé au bout de ce qu'il avait à faire, je trouve. Et il est juste extrêmement fort. Et le dessin, du début à la fin, même si ça évolue, parce que ça a commencé fin 90, son dessin est juste oufissime. Il est extrêmement fort dans tout ce qu'il fait, et vraiment, c'est pour moi un des plus grands mangaka de l'histoire. Donc, non, ouais, en gros, ouais, il y a Naruto, il y a juste Berserk en dessous. Mais Naruto quand même, parce que ça vous prend votre cœur. Et ça le marque. Bon, là on parle de mes coups de cœur de la nouvelle génération de manga. Dan. Je pense que je suis celle qui fait le plus la promo en France. Je suis représentante number one de Dan. J'ai décidé que c'était moi. Dan, c'est littéralement ça, pour moi, sur quoi on va tendre dans le shonen. C'est sur ça qu'on doit tendre dans le shonen. C'est un manga où justement déjà on a un duo de protagonistes. On a l'univers des fantômes, des esprits, et on a l'univers des extraterrestres. Yukino Butatsu, en fait, dedans, il a tout mis. Il a dit, vous aimez le shoujo, vous aimez le school life, vous aimez le slice of life, vous aimez la romance, vous aimez l'action, l'horreur, vous aimez l'humour, vous aimez le cinéma, la musique, je vais tout mettre. C'est littéralement quelqu'un qui n'a aucune limite dans ce qu'il a envie de proposer. On peut perdre parfois le fil en se disant est-ce qu'il y a vraiment un fil rouge dans cette histoire? Et oui, moi je suis à jour, je lis en chapitre sur Manga Plus, et ça fait quasiment depuis le début, j'ai lu dès les premiers chapitres, et je suis in love de ce manga. Je trouve que c'est une pépite extraordinaire, c'est particulier. Ce n'est pas pour commencer, beaucoup pensaient que c'est quelque chose qu'on peut mettre entre toutes les mains. Non, c'est pour les gens qui sont habitués au manga quand même, parce qu'il y a des codes particuliers dedans, des codes très japonais qu'on ne peut ne pas apprécier forcément, mais je trouve que c'est juste tellement riche, il a tellement à vous offrir avec Dan, et les personnages sont vraiment très bons. Juste le duo de protagonistes, on a une fille qui est ultra intéressante, qui est ultra badass, qui est vraiment hyper cool, et à côté on a un peu le nerd un peu dans son coin. Moi j'adore les ovnis et tout, et en fait ils vont faire un duo incroyable, ils vont se compléter. Il y a une romance qui se met dedans, et moi j'aime bien la romance, j'aime bien quand on n'est pas obligé de toujours mettre de l'action et mettre la romance vraiment trop de côté, en mode il y a pas ça dans les shonen. Il a tout mis, c'est pour tout le monde, et en même temps il faut être prêt à monter dans le bateau de Dan, il faut être très ouvert d'esprit, il faut être friand de richesse dans les mangas et ouvrir un peu ses chakras, et je trouve que c'est vraiment du shonen 2.0, et c'est mon coup de cœur de ces dernières années. Bon, Jujutsu Kaisen, le dernier chapitre est sorti, je suis triste, c'est terminé, j'ai l'impression que mon monde s'effondre. Bon, il me reste Dan, ça va, mais Jujutsu Kaisen,
À croire qu'au début c'est un shonen classique. Beaucoup parlé de copie, pas le copie de Naruto, pas du tout. Je crois que, moi je le dis, il y en a certains qui vont me prendre pour une folle, mais ça reprend un peu la complexité d'Hunter x Hunter au niveau des pouvoirs. C'est extrêmement compliqué, c'est un manga, il faut avoir plusieurs lectures, accompagnez-vous de l'animé pour essayer de tout comprendre, mais il est allé tellement loin dans son système de pouvoir, et en fait, c'est beaucoup de clichés qu'il va essayer de dégommer au fur et à mesure. Au début, on a l'impression qu'il a refait l'équipe 7 de Naruto, qu'il a pris tous les codes qu'il connaissait, il en a fait un truc pas original. Et en fait, il va tout démonter au fur et à mesure de l'histoire. Déjà, c'est très sombre. C'est un fan de Game of Thrones, hein, donc attendez-vous à tous vos personnages que vous adorez. Il y a un moyen que vous les perdiez. Moi, j'ai perdu beaucoup de personnes dans ce manga et ça m'a attristé, ça a mis tout le monde dans un embarras parce qu'en fait... on n'arrive pas du tout à prévoir ce qu'il va faire, ni à prévoir la finalité des combats, ni à prévoir vraiment la fin. C'est imprévisible, c'est ça qui est bien dans le shonen aujourd'hui, enfin dans ce shonen là, parce que beaucoup de shonen on sait que happy end, et c'est pas le cas. C'est un manga qui est extrêmement bien en termes de shonen, la baston elle est oufissime, et surtout que c'est un manga qui m'a marqué parce que il m'a mené en bateau pendant tout le scénario, et j'ai apprécié ça. En fait, j'ai apprécié son originalité, et j'ai apprécié les personnages féminins aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages féminins, que ce soit Nobara ou Maki. Je pense même que c'est pas sorti en animé, mais la prochaine saison, il va y avoir un petit arc avec un personnage qui s'appelle Maki, et je pense qu'il a fait quelque chose presque sans précédent dans le shonen avec ce personnage-là. Il a pas eu besoin de sexualiser ces personnages, il a pas eu besoin de leur donner des pouvoirs féminins, du genre c'est joli, je fais des trucs mignons. Non, non, il les a traités comme des personnages masculin, et je trouvais ça déjà très très fort pour Akutami, donc l'auteur de Jujutsu Kaisen, et je le remercie pour ça. Merci Akutami, et merci pour cette œuvre, même si c'est déjà fini, et je vous conseille parce que c'est vraiment, ça fait partie des classiques pour moi.